Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Giro, pour faire le débrief de l'étape du jour. Et oui, de cette étape numéro 6, on fera le débrief de l'étape 4 et 5. Ça sera demain, samedi, dimanche, lundi. Normalement, tous les débriefs, tout sera dans le bon rythme. Voilà, on aura récupéré le retard, vu que je suis de retour chez moi. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Il s'en est passé des choses du côté de cette étape. On parlera encore organisation sécurité. Puis on parlera des coureurs au top, des flops du côté de cette journée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de la décision de l'organisateur de relancer la course, ou est-ce que vous auriez voulu qu'on ne relance pas la course du côté de cette étape. Je vous donnerai également mon avis là-dessus. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Je remercie les gens qui font l'effort de le faire. Et puis, deuxième moyen du côté pour me soutenir, vous pouvez cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après leur mise en ligne. Plus vous cliquez vite, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Donc, potentiellement, la communauté peut s'agrandir. Vous pouvez faire participer, contribuer à faire grandir la chaîne. On commence tout de suite, voilà, du côté de ce Tour d'Italie avec cette étape. Le tournant de la journée, ça a été ce kilomètre, enfin 70 km de l'arrivée. Il commençait à pleuvoir depuis 5-6 km. Voilà, on commençait à avoir de la pluie. Je dirais, c'était pas une énorme pluie non plus, c'était une pluie modérée, hein, voilà, c'était des averses, mais il n'y avait pas non plus une pluie atroce. Sauf qu'on est dans une région du globe où on le sait, que ça soit le sud de l'Italie, que ça soit le sud de l'Espagne, la Grèce, peut-être même qu'en Albanie on aurait eu les mêmes problèmes, je ne sais pas, mais dans tout le sud de l'Europe, et notamment sud de l'Espagne, on le voit beaucoup, sud de l'Italie, dès qu'il pleut, eh bien, la route est très glissante. Pourquoi? Parce que comme c'est des régions où il pleut assez peu, il y a une pellicule de saleté qui se forme, et au contact de la pluie, eh bien, ça devient du verglas. Parfois même, quand il fait sec, vous pouvez glisser. Notamment en Sicile, par exemple, où vous pouvez glisser même sur le sec. Mais ça fait une route qui devient verglaçante, hein, quasiment. Et là, dans ce genre de conditions, bah, c'est très compliqué. Et on l'a vu hein, sur la chute. Alors, ça tombe sur Tratnik qui était déjà tombé en début de saison sur le Het Nieuwsblad. Mais là, en gros, il freine, il perd l'avant. Voilà, il a dû freiner une chouille trop fort, il perd l'avant et ensuite eh bien, ça fait un château de cartes derrière parce que comme on est sous la pluie, eh bien, on met plus de temps à freiner. Comme en plus on n'a pas d'adhérence, bah, le freinage devient chaotique et il y a plusieurs chutes qui se déroule du côté de cette étape. J'ai la liste hein, des coureurs qui sont tombés, enfin de la plupart des grands noms qui sont tombés. Hein. On a Pedersen, Adam Yates, Jane Lay, Garben Tyson, Anthony Perez, Derek G, Daniel Felipe Martinez, Jan Tratnik, Paul Magnier, Anthony Perez y était 2 fois, Jonathan Mastras, Lorenzo Fortunato, James Shaw, Engelhardt, Carapaz, Govekar, Fuglsang, Yuri Holman, Jevine Scaroni. Jevine a été touché assez sévèrement, Jane Lay a abandonné, Mats Pedersen, il semble-t-il, est tombé quand même assez fort. Adam Yates, on a des doutes qu'il soit véritablement tombé. Du côté de Jan Hirt, on est tombé également pour Israël. Il y a quelques coureurs d'Israël qui sont tombés. Paul Magnier est tombé, mais ça n'a pas été trop dur pour lui, on y reviendra dessus. Mais Carapaz aussi, je pense, est peut-être tombé. Enfin, il y avait pas mal de EF qui étaient autour de Carapaz, qui est le leader de l'équipe, bien entendu. Mais voilà, quelques grands noms quand même de ce Tour d'Italie sont tombés, ont été impliqués dans la chute et très vite. Hein. Vu la gravité de la situation, on a décidé de neutraliser voilà, l'étape. Donc on s'est arrêté voilà, sur la route. On a fait arrêter les échappés. Ils étaient au nombre de nœuds avec Palini et Taco Van Der Horn. Ils avaient 50 secondes d'avance sur le peloton. Et puis derrière,
le peloton. On a ensuite, une fois qu'on est reparti, indiqué dans Radio Course que le sprint Red Bull, qui était 4 km après la zone de neutralisation, eh bien, ne donnerait pas de seconde de bonification. Et qu'à l'arrivée, il n'y aurait pas de seconde de bonification. Et surtout qu'il n'y aurait pas de points pour le maillot cyclamen. Donc en gros, ça indiquait juste que eh bien, ceux qui voulaient jouer la victoire d'étape pouvaient le faire et que pour les autres, on ne prenait pas de risque. Voilà, après cette grosse chute, on n'était pas obligé de rouler comme des demeurés et on pouvait, on va dire, reculer et surtout ne pas prendre de risque dans le final qui était très glissant. Notamment dans certaines portions. Et puis comme je vous l'avais indiqué ce matin en présentation, dans ces derniers kilomètres, il y avait énormément de changements de direction. On traversait pas mal de villes et on faisait des tournicotis à droite à gauche pour récupérer Naples. Ce qui fait que ça renforçait également la difficulté après cette chute. Alors d'autres coureurs ont abandonné du côté de cette étape. Il y a Dion Smith, vous avez donc Yuri Holman qui a abandonné, qui est impliqué dans la chute. Lui, Pinarello, avait abandonné dès le départ suite à sa chute de la veille assez importante, et ce qui fait que eh bien, on s'est un petit peu regardé dans le peloton, et puis pas mal de coureurs se sont relevés, ce qui a profité à Taco Van Der Horn et Enzo Palini qui ont résisté jusque dans les 2 derniers kilomètres, mais ensuite ils ont été repris, notamment grâce au travail de la Visma, de la Polti, de la Decathlon, un petit peu de la Cofidis également, pour aller chercher la victoire. Et sur la fin, Alpecin a fait un gros tempo, notamment pour Caden Groves. On a même failli croire à un moment au coup du kilomètre, puis Van Aert a suivi. Et ensuite repris de nouveau par les Alpecin de Koninck, mais qui n'ont jamais été gênés pour lancer le sprint de Caden Groves, qui s'est donc imposé dans cette étape devant Milan Fretin et le fameux Paul Magnier qui était pourtant tombé. Ça va pas aider à rentrer dans la course, ce Tour d'Italie. Alors je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Moi, il y avait quand même un truc particulier, c'est que sur le début de course, je vous avais dit, je vous en avais parlé, j'étais pas chez moi, je faisais aussi des trucs un petit peu à droite à gauche. Donc j'ai suivi la course, certes, mais j'étais pas complètement focus sur le Tour d'Italie. J'ai quand même l'impression d'un début de course mollasson, à part en fait les 2 premières étapes, ça fait depuis 4-5 jours où on a un rythme qui n'est pas exceptionnel, où on n'est pas sur des étapes qui sont grandioses, voire même une des étapes a été... il y a une étape qui a été extrêmement peu passionnante. L'étape 4, on s'est ennuyé véritablement. Mais on est sur un début de course mollasson parce que, en gros, au niveau du classement général, ça fait depuis 4-5 jours qu'il ne se passe pas grand-chose. Les sprints, on a quand même plutôt une domination de Pedersen, même si encore une fois Alpecin avait fait quand même un bon tempo mardi et que Caden Groves s'était raté, mais on voit qu'il y a quand même un homme qui semble plutôt en forme, plutôt devant, et qu'on se dit surtout que si demain, et il se peut que demain il n'y ait pas un énorme spectacle du côté de l'étape, que ça soit comme ça peut-être jusqu'au troisième samedi, au troisième dimanche, quoi. Qu'il faille vraiment attendre la dernière semaine avant qu'il se passe quelque chose. Et ça m'inquiète un petit peu. Alors après, on le pressentait un petit peu, quand je vous avais présenté le parcours. Il y a quelques semaines, je vous avais dit que je trouvais que le parcours n'était vraiment pas bon, et notamment cette 2e semaine que je trouvais beaucoup trop plate. Et peu intéressante, il faut bien le dire. Mais oui, c'est vraiment la question qu'on peut se poser, parce que demain... je ne sais pas si on aura une course spectaculaire. La plupart des leaders, je pense, ont préparé surtout la 3e semaine de course en termes de rythme, en termes de conditions physiques. Je ne sais pas si on aura beaucoup de spectacles demain. Bon, donc ouais, j'ai du mal à rentrer dans ce Tour d'Italie. J'ai l'impression de ne pas être dedans du tout, de ne pas être sur un grand tour. J'ai beaucoup de mal à me mettre dedans, parce que, encore une fois, on a des courses qui ne sont pas extrêmement animées jusqu'à maintenant, donc je trouve ça un petit peu décevant, voilà. Mais encore une fois, c'était prévisible. C'est pas une grande surprise non plus que ce début de course allait peut-être
ne pas être incroyable. Allez, on passe à la neutralisation. Pour moi, de toute manière, à partir du moment où vous avez 20-25 coureurs qui tombent, oui, on est obligé de neutraliser. Surtout que là, on avait des coureurs qui étaient tombés assez violemment. Je pense à Joseph Cerny, je pense à Janeley, Yuri Holman qui a abandonné. Mais voilà, on avait quand même 4-5 coureurs qui étaient sacrément amochés. Je préfère qu'on neutralise dans ce genre de cas, quitte à ce qu'on neutralise peut-être pour pas grand-chose. On va dire, qu'on arrête les coureurs pour pas grand chose. Je préfère aussi qu'on arrête les coureurs plutôt que l'on fasse comme sur Paris-Nice où on a roulé au ralenti à 20 km/h pendant un nombre de kilomètres, ce qui pour moi ne servait pas à grand chose. On aurait mieux fait d'arrêter les coureurs, que les coureurs s'habillent et ensuite qu'on reparte. Je pense que ça aurait été plus intéressant du côté de Paris-Nice. Et là, oui, c'est une chute importante. On le voit, hein, Tratnik, en gros, il touche les freins, il glisse. Donc il n'y a pas vraiment eu d'erreur, on va dire, manifeste de sa part. Yann Tratnik, il met pas un coup d'épaule à un adversaire. Voilà, il fait pas une grosse erreur. Je pense qu'il a peut-être mis un peu trop d'impulsion sur son frein. Avec les freins à disque, ça pardonne pas aussi, hein, parce que dans ce genre de cas, vous avez beaucoup de mordants d'entrée avec le frein à disque par rapport au frein à patin. Après, les freins à patin sous la pluie avec les jantes carbone, ça marchait pas non plus des masses, hein. Mais vous avez beaucoup de pression tout de suite, et ça fait ces petits à-coups, et on a eu du cul, c'est que Roglic tombe pas, parce que moi, quand j'ai vu tout de suite un Red Bull Bora, je me suis dit, allez, Roglic est dans le coup. On est habitué avec Primož Roglic. En fait, non, pour une fois, il a évité le pire. C'est-à-dire que là, il a échappé au pire, hein, Primož Roglic, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, notamment de ses équipiers et de Janeley. Par contre, on peut se poser des questions sur le redémarrage. Est-ce qu'on a bien fait d'enlever les points, d'enlever, on va dire, les points, d'enlever les secondes de bonification, ce genre de choses? Pour moi, les secondes de bonification, oui. Que ça soit à l'arrivée, parce que certains coureurs auraient pu prendre des risques au sprint Red Bull, ce qui pour moi n'était pas très judicieux, surtout des grimpeurs. Les grimpeurs sont moins habitués à frotter, même si maintenant, voilà, avec on va dire la Sky Attitude, on est habitué maintenant à avoir des favoris un peu à l'avant du peloton, même à 4 bornes de l'arrivée, à 3 bornes de l'arrivée. Ça reste qu'ils ne sont pas forcément à l'aise dans cet exercice-là. Donc, redémarrer sous la pluie, il fallait avoir un petit peu des talents, des talents au niveau savoir manier un guidon et savoir manier un vélo. C'était peut-être pas l'idéal. Bon, on les enlève à l'arrivée aussi. Bon, oui, si on les enlève au sprint intermédiaire, on les enlève au sprint à l'arrivée, comme ça fait pas des incompréhensions également du côté du grand public. Les points du maillot cyclamen, ça peut se discuter un peu plus. Ça peut se discuter un peu plus parce que potentiellement, les sprinteurs avaient quand même 60 km pour étudier le terrain et savoir quel était le niveau d'adhérence, en sachant que potentiellement ils avaient la possibilité de dégonfler et de changer la pression dans les pneus et voire de changer de pneus, d'utiliser peut-être des pneus avec plus d'adhérence. Donc là, ouais, on aurait peut-être pu quand même mettre les points du maillot cyclamen, parce qu'en gros, Caden Grove aujourd'hui il s'impose. Pedersen décide de pas faire le sprint, mais tu vois, il n'y a aucun avantage pour Caden Groves, quoi. Alors, on aurait pu faire un entre-deux, c'est de diviser par deux les points. Ça aurait pu être une idée de dire, bon, on divise par deux, mais pour moi, retirer tous les points pour le maillot cyclamen, je suis pas vraiment pour. Parce que encore une fois, Pedersen, il avait les capacités de tenir sur son vélo, et qu'un sprinter doit savoir prendre des risques. C'est aussi un peu le travail du sprinter, non? Autant sur le classement général, je suis d'accord, parce que dans un peloton, on a des mecs qui savent pas gérer dans ce genre de situation, et avec un peloton groupé dans ces conditions-là, ça aurait été compliqué. Par contre, les points du maillot cyclamen, moi je les aurais gardés.
Voilà, j'aurais fait un petit peu différemment. Après, je trouve que pour une fois, l'organisation du Giro a été réactive et a su gérer la situation, ce qui est rarement le cas. Je trouve que là, pour une fois, ils ont été très réactifs et meilleurs qu'ASO, par exemple, du côté de Paris-Nice. Voilà, ils sont repartis vite, ça n'a pas discutaillé pendant 40 minutes, hein. On a dû s'arrêter, je ne sais même pas si on s'est arrêté 10 minutes, ça a dû être 10 minutes, un quart d'heure, vraiment l'arrêt, mais il a été assez court. Et on a évité d'annuler l'étape, ce qui je trouve aurait été un vrai problème à la fois pour les télévisions, parce qu'on sait qu'il y a des contrats qui sont importants, notamment sur les grands tours, mais pour le public sur le bord de la route, qui fait l'effort de rester sous la pluie. Et je pense que, vous savez, des fois je critique les coureurs en disant, bon, bah, des fois ils oublient un petit peu le public. J'avais notamment critiqué les coureurs il y a quelques années sur le Tour d'Italie, quand on n'était pas parti parce qu'il pleuvait énormément, et j'avais dit bon bah c'est sympa pour les organisateurs, mais aussi c'est sympa pour les spectateurs sur le bord de la route de ne pas prévenir qu'ils n'allaient pas faire toute la première partie d'étape. Et là je trouve que voilà, on a réussi à éviter l'annulation de l'étape, et je trouve qu'on a réussi à ménager la chèvre et le chou de manière plutôt intéressante sans discutailler pendant 1 heure. Donc, je trouve que du côté du directeur de la course et de l'organisation, on s'est plutôt bien débrouillé. Après, ça repose encore des interrogations sur les pneus aujourd'hui, sur la qualité des pneus et la qualité d'adhérence des pneus. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps sur quelques chutes, peut-être l'année dernière, on en avait déjà parlé. C'est vrai que est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer la qualité des pneus, parce qu'on voit que dans certaines conditions climatiques aujourd'hui, les vélos n'arrivent pas à avoir de l'adhérence, on n'a pas d'adhérence, pourtant on a des sections de plus en plus larges, donc techniquement on devrait avoir de plus en plus d'adhérence, sauf que des fois j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas. Donc moi il y a une vraie interrogation sur les pneus aujourd'hui. Ça pose également des questions sur les pressions utilisées par les coureurs. Ça c'est clair et net qu'aujourd'hui on essaye d'avoir le meilleur rendement possible. Ce qui veut dire meilleur rendement possible, on gonfle énormément, mais qui dit qu'on gonfle énormément fait qu'il y a peu d'adhérence. Parce que l'adhérence, comment elle se provoque? Elle se provoque en ayant de la résistance au sol. Sauf qu'en ayant de la résistance au sol, c'est pas intéressant pour avoir un bon rendement. Parce que ça veut dire que le pneu, il te freine. Or, l'objectif du côté des équipes, c'est d'avoir le moins de freinage possible, c'est que l'énergie qui part de la cuisse arrive le plus possible dans la roue et permette de générer de la vitesse. Or, si tu dégonfles plus que tes adversaires, tu risques d'avoir un vélo moins efficace, des roues moins efficaces, des roues qui freinent un peu ton vélo, et donc à 400 watts, au lieu d'avancer à 55 km/h, tu vas avancer qu'à 53. Et donc il va falloir que tu roules, que tu mettes à 450 watts, 460 watts pour accéder à la même vitesse que tes concurrents qui, eux, resteront à 400 watts. Donc c'est pas intéressant. Et c'est là où on peut se poser des interrogations également sur les pressions des équipes. Est-ce que quand il y a risque de pluie, on ne pourrait pas diminuer les pressions des pneus, imposer des pressions maximum? Ce qu'on voit notamment en Formule 1. En Formule 1, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle pression au niveau des pneus. Il y a des règles qui sont assez strictes désormais, parce qu'à une époque, on avait tendance à baisser énormément la pression des pneus ou à la durcir énormément, parce que plus vous durcissez la pression des pneus en Formule 1, eh bien, moins les pneus chauffent. Et comme les pneus Pirelli, pendant très longtemps, avaient tendance à cloquer en Formule 1, on avait tendance à essayer d'augmenter la pression pour tenter de refroidir un maximum, d'éviter que les pneus chauffent trop, parce que ça permet d'avoir une meilleure déperdition d'énergie et de chaleur quand vous augmentez la pression des pneus. Aujourd'hui, on pourrait se poser l'interrogation de est-ce qu'il ne faudrait pas imposer des pressions maximum à toutes les équipes et de dire, sur une étape comme celle-là, quand les conditions sont pas exceptionnelles, on dit, où on sait que le terrain peut être glissant, et bien on décide que au lieu de mettre tant de pression, on décide que la pression maximum, ça sera 6 bars, et qu'à 6 bars, on limite tout le monde à 6 bars ou à 5 bars au maximum, et que vous n'avez pas le droit de dépasser cette pression-là, et on fait des contrôles surprises.
ce qui ne demande pas non plus un matériel de fou, hein, du côté de l'UCI, de faire des contrôles. Alors on ne pourra peut-être pas contrôler 198 vélos, enfin 180, 176 vélos, mais on peut peut-être en contrôler une cinquantaine, une soixantaine, d'équipes différentes, essayer de viser les 20 équipes, les 22 équipes au départ, et voilà, de jouer sur les pressions de cette manière-là. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Là, le problème, c'est que ce matin, normalement, il ne devait pas pleuvoir. On en avait parlé moi, quand j'ai fait la présentation de l'étape, c'était il y a 2 jours. Donc il y a 2 jours, il n'y avait pas de risque de pluie. Hier, moi j'ai regardé l'étape ce matin, il y a un moment, il y a une discussion. Jackie Durand dit est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Et David Moncoutier dit non, il ne va absolument pas pleuvoir, les risques de pluie sont de 20%. David Moncoutier, normalement, au niveau des conditions météo, il est plutôt doué. Donc c'est-à-dire que le risque de pluie était assez faible et tout le monde s'est fait un petit peu avoir par la pluie. Est-ce que dans ce genre de cas, on ne pourrait pas permettre un protocole aux organisateurs et de dire, eh bien voilà, dans ce genre de cas, on décide que la course devient une course humide, donc avec des pressions maximales autorisées, et on vous laisse 10 minutes, 15 minutes, en gros, on fait une pause à un endroit où on a de la place, voilà, et on décide pendant 10 minutes, voilà, tout le monde s'arrête et tout le monde baisse ses pressions de pneus et adapte ses pressions des pneus aux conditions climatiques. Ça pourrait être également une idée du côté de l'UCI, parce que jusqu'à maintenant, les organisateurs, c'est à eux de décider de faire ce genre de choses, mais comme c'est pas prévu dans les textes de l'UCI, et que l'organisateur du Giro s'est quand même retrouvé parfois un petit peu en difficulté par rapport aux coureurs, ces dernières années, il est un peu tatillon quand il faut faire ce genre de choses, et je pense il faudrait que l'UCI s'y intéresse. Dans ce genre de cas, on dit bon on s'arrête pendant 10 minutes. Moi j'aurais préféré aujourd'hui qu'on s'arrête pendant 10 minutes, que les mecs ils baissent les pressions des pneus et qu'on ait une fin d'étape, on va dire, avec les bonifications, avec les ponts en maillot cyclamen, et avoir un peloton de 180 coureurs à l'arrivée, qui soient en même temps, et pas des coureurs qui relâchent comme ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc ça aurait pu être intéressant de ce côté-là. Après, peut-être que ça sera le cas, peut-être qu'un jour l'UCI écoutera les idées que je propose dans les vidéos. Je suis pas sûr, parce que sinon David Lapartien me ferait censurer les vidéos peut-être. Note de l'étape du jour, j'ai décidé de mettre un 12 sur 20. Elle est dure à noter cette étape, parce que d'un côté, il y a la chute, ça impacte quand même énormément la course. Mais de l'autre côté, on a eu quand même un beau suspense avec Palini, Taco Van Der Horn, qui ont résisté pendant très longtemps. Et on n'aurait peut-être pas eu un spectacle comme ça dans les 40 derniers kilomètres si on n'avait pas eu la chute. Mais en même temps, on ne peut pas vraiment se réjouir d'avoir eu une chute comme celle-là et de perdre des coureurs dans ces circonstances-là. Donc voilà, il y a un sentiment un peu étrange après l'étape du jour. Pas de bilan des Bleus, parce que j'ai pas grand-chose à dire du côté des Bleus. Donc on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top du jour, on commence avec Caden Groves, vainqueur de cette étape. Et pourtant, tout n'a pas été parfait du côté du train de la Alpecin, avec ce coureur qui s'est retrouvé en tête à, je dirais, 700 mètres à peu près de l'arrivée, avec cette cassure, mais qui, je pense, n'était absolument pas prévue. Parce qu'on le voit, quand on fait une cassure, derrière, on aurait dû complètement arrêter de rouler, ce qui n'était pas le cas dans un premier temps. Mais heureusement, sur la fin, Caden Groves, il est toujours bien entouré. Ils étaient en surnombre, vraiment, les Alpecin. Je pense qu'aujourd'hui, ils avaient vraiment envie de chercher la gagne. Alors que Pedersen, suite à sa chute, lui, était un petit peu, avait décidé de lâcher. Donc il savait que c'était une belle opportunité pour aller chercher la victoire avec la Visma, mais la différence avec la Visma, c'est que Groves, il est le seul leader de son équipe. Du côté de la Visma, on a Simon Yates. On joue également le classement général. C'est ce qui a fait la différence déjà pour Lafcoy, ce qui fait qu'il est un petit peu moins bien entouré dans l'affaire. Et puis ensuite, Alpecin avait déjà fait un train intéressant mardi. Mardi, c'est Caden Groves qui se rate. Mais le train
de Alpecin était plutôt en place. Ça manquait un peu de monde dans les 600 derniers mètres. Quand on regarde bien, ils sont peut-être un peu trop tôt devant. Mais là, bon, bah, ils ont été les maîtres du temps. Il n'y avait plus les Lidl Trek pour leur passer devant. Du côté de la pique-nique post-Enel, on était beaucoup moins en place que mardi. C'est ce qui permet à Caden Groves de s'imposer aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est une victoire nette, sans bavure, hors de match. Dommage, on n'a pas eu de match avec certains sprinters, notamment Mats Pedersen, pour voir ce que ça aurait pu donner, notamment Olaf Koy aussi, parce que je ne le mets pas dans mes flops, Olaf Koy, même si c'est vrai qu'à un moment, il ne va pas dans la roue de Van Aert, mais à ce moment-là, on est déjà... Enfin, Van Aert, je trouve, il est en réaction par rapport à l'accélération du Alpecin, et je pense qu'ils se sont fait avoir. Koy, s'il n'y a pas Moschetti qui est le bloc, il fait deuxième aujourd'hui ou troisième. Le fait qu'il fasse un classement aussi moyen, c'est surtout la cause de Matteo Moschetti. Donc je ne vais pas trop attaquer Olaf Koy, même si son début de Giro est loin d'être exceptionnel. Mais Caden Groves, oui, il fait vraiment la très bonne étape. Alpecin fait du bon job sur cette journée. Bon, on sait que c'est une équipe qui maîtrise l'approche des sprints. Normalement, ils se font boire une fois, ils ne sont pas à avoir 3 fois d'affilée non plus du côté de la Alpecin. Et avec une équipe qui est en place, mais qui était déjà en place mardi. Et c'est là aussi où il y a la différence avec Olaf Koy. C'est que mardi, son poisson pilote, c'était pas Van Aert. Voilà, Van Aert était pas bon mardi. Là, ça a été son poisson pilote, mais je pense qu'on n'était pas du tout réglé entre Van Aert et Koy. Je me disais même, on a entendu un peu des rumeurs à droite à gauche que Affini, peut-être, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires, serait désormais poisson pilote. Alors j'aurais dit, ça me surprendrait pas tant que ça, parce qu'ils n'arrêtent pas de louer le travail que fait Affini, beaucoup plus que le travail que fait Van Aert même, et j'aurais peut-être plus pensé à Van Barle par exemple aussi, qui aurait pu faire ce job là, mais Van Barle est peut-être aussi en manque de confiance avec les chutes qu'il a eues ces derniers temps. Mais voilà, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'on voit forcément Van Aert en poisson pilote. Et Caden Groves, tout s'est déroulé, j'irais plutôt bien, même si tout n'a pas été parfait. Et c'est là il va falloir encore se régler du côté de Caden Groves. Deuxième coureur top, Milan Fretin, deuxième. C'est la deuxième année d'affilée que Cofidis arrive à avoir un coureur sur le podium d'une étape. Il y a eu Agnieszkowski l'an dernier, là cette année Fretin. Alors, autant Agnieszkowski c'était un peu plus une surprise l'an dernier que Milan Fretin. Bon, je t'avais dit, j'attendais à ce qu'on lui confie les clés du camion. On m'avait demandé pourquoi je ne l'avais pas mis parmi mes favoris. Et j'avais trouvé que sur son début de Giro, il n'était pas encore entré dans sa course. Voilà, je l'avais trouvé, il avait lâché dans les étapes assez vite quand même, Milan Fretin. Donc c'est vrai que j'avais dit, il n'est pas encore totalement rentré dans sa course, me semblait-il. Et là, sur cette étape, non, il a fait du très très bon boulot. Pourtant avec une équipe Cofidis qui ne l'a pas forcément hyper bien entouré. C'est vrai que bon voilà, il y a quelques équipiers, on a roulé un petit peu, mais dans les 3 derniers kilomètres, il n'y avait plus personne autour de lui. Il a dû se débrouiller seul, donc il mange un peu devant Milan Fretin. Donc c'est ça qui lui coûte un petit peu de temps. Mais ensuite, il prend la bonne roue. Bon, voilà, il lance son sprint. Sauf que Caden Groves lance un peu mieux que lui. Lui, il était un peu sur l'extérieur aussi. Je pense que le vent a fait aussi que ça a été un peu moins intéressant pour lui, parce que Caden Groves est plutôt côté gauche, lui plutôt côté droit. Et on sait que le vent faisait du gauche-droite. Donc c'est-à-dire qu'il fallait mieux... non, en plus oui, je dis une connerie. Non, il était plutôt dans une situation préférentielle, Fretin. Par rapport à Caden Groves, parce que Caden Groves le protégeait un petit peu du vent. J'ai dit une bêtise. Mais il n'y avait pas suffisamment de vent aujourd'hui, donc ce qui fait que Fretin est protégé. En plus, il part quand même avec un petit temps de retard par rapport à Caden Groves et pas emmené par un poisson pilote, donc il a dû se débrouiller un peu plus seul. Donc ça a manqué. Et puis troisième coureur top du jour également,
un coureur, un coureur français aujourd'hui, c'est Paul Magnier. Bon sprint hein, du côté de Paul Magnier. On oublie toujours avec Paul Magnier parce que c'est un coureur qui est très talentueux. Mais comme Milan Fretin, c'est son premier grand tour, c'est pas toujours simple, un premier grand tour. Demandez l'an dernier à Laurens Pitty, par exemple. Premier grand tour, il a eu beaucoup de mal. Je rappelle, c'est quand même un coureur qui a été très bon sur le Het Nieuwsblad. Mais le Het Nieuwsblad, c'était il y a 2 mois. Enfin, il y a 1 mois et demi. Donc ça fait 6 semaines. Le pic de forme, il faut réussir à être encore en forme. En sachant qu'il y a eu quelques chutes hein, du côté de Paul Magnier, notamment aujourd'hui, où il est tombé. Son sprint n'est pas mauvais, mais il part d'un peu trop loin. Voilà, Paul Magnier. Mais quand je regarde par rapport à Fretin, je trouve qu'il arrive un peu à remonter sur la fin de son sprint sur Fretin. Donc je trouve que c'est pas mal. Il part voilà, d'un peu trop loin aujourd'hui, Paul Magnier. Mais c'est un bon résultat. Ça a donné du baume au cœur également à Soudal Quickstep parce que son début de course n'avait pas été exceptionnel. Et qu'en plus aujourd'hui, il y a quand même eu la chute de Joseph Cerny, une chute quand même assez importante, hein, puisque il y a même un moment où il était annoncé comme coureur qui avait abandonné. Bon, la course est repartie, il y a eu la neutralisation, ça l'a aidé, mais je suis pas sûr que demain on le revoit au départ, et même si on le revoit au départ, la douleur au genou, je pense qu'il va la sentir pendant quelques jours, il ne sera pas extrêmement opérationnel, Joseph Cerny. Mais du côté de Paul Magnier, ouais, je trouve que son sprint est intéressant. Et on a vu assez peu de sprinteurs faire des résultats pareils à cet âge-là. Je rappelle qu'il n'a que 21 ans. Il faut peut-être remonter à Jasper Philipsen sur une Vuelta avec la UAE. Il y a quelques années, qui avait également eu des résultats à 20, je crois que c'était 22, Philipsen. Mais ça, c'est plutôt intéressant quand on compare à Jasper Philipsen. Mais c'est vrai qu'à 21 ans, ça reste un très jeune coureur à cet âge-là. Alors il y a déjà eu Casper Van Duden aussi, mais Casper Van Duden a un peu plus d'expérience en World Tour que Paul Magnier. Et il faut rappeler, voilà, encore une fois, que Paul Magnier est un jeune coureur. Et donc réussir à faire ça sur son premier grand tour, c'est plutôt une bonne satisfaction pour le coureur français. On espère que ça va continuer. Puis je voulais mettre également parmi les coureurs au top, Taco van der Horn et de duettiste et Enzo Palini qui ont passé la ligne ensemble. Également les 2 coureurs, je trouve que voilà, ils ont fait une belle échappée. Ils étaient certes adversaires, mais ils savaient que pour aller loin, il fallait qu'ils restent ensemble le plus longtemps possible. Ils ne se sont pas tirés dans les pattes, voilà, ils se sont relayés jusqu'au bout. Alors on se connaît, hein, Taco van der Horn, Enzo Palini aussi, et c'est plutôt des mecs qui s'en déroulent toujours, mais parfois quand vous avez la pression du peloton, quand voilà, on aurait pu se désunir un petit peu et avoir une collaboration un petit peu moins bonne entre les 2 coureurs. Et je trouve que ça s'est extrêmement bien passé et ça fait plaisir hein, de revoir Taco van der Horn comme ça aux avant-postes dans une échappée. Parce que je rappelle, c'est quand même un coureur qui a été arrêté pendant très longtemps avec une commotion. On a cru à un moment qu'il ne reviendrait pas, Taco van der Horn, parce que voilà, il avait toujours des soucis de vision, notamment, et des problèmes de vertige, de nausée du côté de Taco van der Horn. Donc il y a eu une énorme période d'arrêt du côté du néerlandais. Je ne sais même pas si elle est marquée sur Pro Cycling Stats, mais la pause a été extrêmement longue. Hein, saison 2024 où il a repris extrêmement tard en août. Et voilà, entre le Tour des Flandres 2023 et août 2024, donc il y a eu 15 mois d'arrêt pour Taco van der Horn. Et c'est vrai qu'à 30 ans, c'est pas anodin. Et de le voir revenir et réussir à remonter dans une échappée, c'est bien. Puis ça reste un coureur... ça reste des coureurs qu'on voit de moins en moins, les purs baroudeurs sur le plat. On a eu Goujard, mais c'est des coureurs qui ont quand même du mal aujourd'hui dans ce cyclisme marqué par les points UCI, marqué par la recherche de l'efficacité à tout prix. Un baroudeur, c'est pas forcément efficace, ça n'a pas un taux de réussite exceptionnel.
ça peut parfois ne pas marcher, même si on fait les choses correctement. Et ça, c'est sûr que dans le cyclisme actuel, c'est pas forcément le plus intéressant. Et tant qu'on n'aura pas des points UCI, des sprints UCI sur des parcours de grand tour ou sur les grandes courses par étapes pour donner de l'intérêt à des coureurs pour s'échapper, eh bien, je pense que dans les années à venir, les baroudeurs, ça sera de moins en moins présent sur les grands tours, mais même sur les courses en général. Parce que voilà, là, on est de plus en plus sur l'efficacité et qu'un baroudeur, le taux de réussite, encore une fois, n'est pas forcément exceptionnel. Donc ça fait du bien d'avoir des coureurs comme Taco van der Horn dans les pelotons. Du côté du cyclisme, on passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Moschetti. Moschetti, ouais, tu peux pas faire un sprint comme ça du côté de Moschetti, encore plus dans une journée marquée par les chutes, marquée par voilà, une étape où il y a eu une énorme chute. C'était vraiment pas le jour pour faire ce sprint-là. Pour l'instant, il n'est pas marqué comme carton jaune, mais je serais surpris qu'il n'y ait pas un carton jaune du côté de Moschetti. On aura peut-être l'information demain du côté du coureur italien. Mais vraiment, il a fracassé son sprint, quoi. Il a fracassé le sprint de Coy, il fracasse son sprint. Il voit qu'il part un peu trop tôt. Je pense qu'il y avait un peu de frustration des jours précédents du côté de Moschetti. Il sent que depuis le début de saison, il a les bonnes jambes. Voilà, il y a eu des bons résultats, notamment au Grand Prix Lyon en Arabie Saoudite, même au Chef d'Eprage. Mais là, il n'arrivait pas sur ce Tour d'Italie. Un peu de frustration. On lance d'un peu trop tôt. On voit qu'on lance d'un peu trop tôt. On décide de balancer le vélo à droite à gauche. Sauf qu'il y a un moment, Coy il est à côté. Et puis il y a un moment où tu es en sous-vitesse. Et il faut laisser la place aux autres. Voilà, tu as raté ton sprint. Tu as raté ton sprint. Mais là, il a fracassé le sprint d'Olaf Koy. Et son action, elle peut être dangereuse parce qu'il coince quand même Koy le long des balustrades. Et bon, Koy a décidé de ne pas forcer la porte. Mais certains coureurs auraient peut-être décidé de forcer la porte. Peut-être aussi que s'il y avait eu des enjeux de points au maillot cyclamen, il aurait peut-être un peu plus forcé la porte. Olaf Koy, et là, il n'y avait que l'enjeu de la victoire. Et ça aurait pu être un gros crash à cause de l'action de Moschetti. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas reproduire du côté du coureur italien. Mais oui, on le comprend parce qu'il y a de la frustration. Donc le fait de lancer trop tôt et ce genre de choses. Mais tu n'as pas à faire ça sur une arrivée de sprint. Voilà, tout simplement, tu dois réussir à faire ton sprint de manière correcte. Et encore plus cette année, parce qu'on a bien compris que sur les courses World Tour, on applique les règles de manière beaucoup plus stricte que les années précédentes, mais encore plus dans une étape où il y a eu une chute importante dans la journée. Voilà, je pense que tu n'étais pas obligé de faire ce genre de choses. C'est dommage parce que ça reste un bon coureur. Vous savez que c'est un coureur que j'apprécie plutôt, Moschetti, notamment à l'époque Trek Segafredo, je l'aimais bien. Il avait eu un peu plus de monde du côté de la Q36, mais ouais, c'est un coureur qui a eu pas mal de difficultés ces dernières années, donc là il sent qu'il a les bonnes jambes, donc il veut se montrer, mais normalement à 28 ans tu fais pas trop ce genre de choses. Donc là, sprint un peu trop musclé de la part de Matteo Moschetti, qui a été donc relégué en dernière place du groupe, mais comme aujourd'hui sur cette étape, on a eu les chutes, dernière place du groupe, ça vous met 176e du côté de cette étape. On poursuit du côté des coureurs un petit peu bonnet d'âne du jour. Alors, je sais que ça fait toujours polémique quand je mets un coureur qui est tombé, mais Jane Lay, et je parle en fait de Jane Lay, je parle surtout de la mauvaise opération pour la Red Bull Bora qui a été quand même vraiment impacté par cette chute. Alors oui, on perd Jane Lay qui sur ce Tour d'Italie avait quand même pour moi le rôle un petit peu de capitaine de route dans cette formation. En montagne, on a Moscon, Nico Denz, on va dire sur le plat, mais en montagne on avait
un Genley. On sait que c'est un coureur important, un coureur qui aime bien Roglic, aussi depuis qu'il est chez Bora. On sait qu'il le considère comme un lieutenant fidèle, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas d'un Vlasov. Donc c'est vrai que c'est un coureur qui est important pour Roglic, donc forcément ça doit lui mettre un petit coup au moral, et c'est une mauvaise opération pour la Red Bull Bora parce que Tratnik est tombé quand même assez fort sur le sol, et qu'on a également Daniel Felipe Martinez qui a été impliqué sur cette chute. Donc il y a au moins 3-4 coureurs quand même de l'équipe qui ont été impliqués, dont un abandon, et surtout du côté du AE, on garde tous les coureurs. On a eu un doute à un moment avec Jevine, mais du côté de d'autres formations, on reste au complet. Je pense que la Tudor, par exemple, n'a pas été impactée, me semble-t-il, par cette chute. La Française des Jeux, enfin la Groupama FDJ, n'a pas été impactée par cette chute. C'est ce que disait Stéphane Goubert. Là, vous avez Jevine du côté de la UAE. Donc, Jevine me semble quand même pas au top de sa forme, mais il est toujours là. Comme on sait que les difficultés seront plutôt en 3e semaine, ça laisse le temps également de se refaire un petit peu la cerise. Genley, lui, il est à la maison ce soir. Donc, vous partez avec un coureur de moins. Ça peut être un des avantages en 3e semaine. Vraiment, quand il faudra faire un gros tempo, s'il faut reprendre du temps ou s'il faut contrôler un maillot rose avec peu d'avance, ça peut être un des avantages. Donc voilà, dommage du côté de la Red Bull Bora avec la chute de Genley qui va impacter énormément la course du côté de la formation autrichienne. Et puis je termine avec Sam Bennett. Pas un grand début de Giro du côté de Sam Bennett. Une 6e place à Lecce, mais c'est vrai que pour le reste, ça reste plutôt calme. Et pourtant, il était plutôt en confiance avec son très bon région Pays de la Loire Tour. Du côté de Sam Bennett, je suis assez inquiet de son sprint parce que là, j'ai l'impression que il lance pas hyper tôt. Pourtant, Sam Bennett, mais j'ai pas l'impression qu'il soit énormément gêné également dans son sprint, parce que dans un premier temps, je pensais qu'il était gêné, mais j'ai pas cette impression-là. J'ai plutôt l'impression d'une petite panne de jambes aujourd'hui du côté de Sam Bennett. Donc est-ce que c'est un coureur qui est en méforme après un début de saison, plutôt un début de saison intéressant du côté de l'Irlandais? Est-ce que voilà, il est un petit peu sur la fin d'un cycle, et dans ce cas-là, son Tour d'Italie peut être un petit peu compliqué? Ou est-ce que c'était juste une journée qui était moins bonne? Ou est-ce que c'est le début d'une période de méforme ou d'une maladie? Voilà, il est peut-être enrhumé, il couvre peut-être quelque chose. Bon, voilà, il faut faire attention dans ce genre de cas. Donc ouais, Sam Bennett m'a déçu aujourd'hui. Surtout quand on voit le top 5, on se dit, bon voilà, il était en capacité de jouer avec Giovanni Leonardi, notamment je pense à Sam Bennett. Donc il y avait l'opportunité de faire une bonne chose et de le voir en dehors du top 10. Pour moi, c'est décevant. J'ai trouvé également que par rapport aux jours précédents, Decathlon AG2R, qui pourtant n'avait pas fait non plus un train exceptionnel, mais arrivait quand même un petit peu à se régler autour de Sam Bennett, notamment avec Dorian Godon. Là, j'ai trouvé que l'équipe s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc là aussi, ça sera à régler. Alors peut-être encore une fois que les conditions climatiques n'ont pas aidé, que la zone pavée dans les 4 derniers kilomètres n'a pas aidé du côté de la Decathlon AG2R, mais je trouvais qu'on était plutôt à contre-temps, qu'on n'était pas dans le bon timing pour aider le coureur irlandais. Donc voilà, une journée moyenne du côté de Sam Bennett. On regarde tout de suite les différents classements de cette journée. On regarde tout de suite les différents classements. Alors, dû donc à cette chute, le classement de l'étape, mais pas d'écart au général. Vous voyez donc Allen Grove, Milan Fretin, Paul Magnier du côté de ce podium. Vous voyez également que Moschetti a été relégué. Pour le moment, il n'est pas indiqué comme carton jaune, mais ça ne saurait tarder, je pense, du côté des commissaires. Mozzato également, seulement 8e. On aurait pu s'attendre un petit peu mieux de la part du sprinter de la Arkea. Et surtout, ça ne fait pas forcément les affaires de la Arkea, parce que c'est vrai que Cofidis marque des gros points. Forcément, la victoire il y a quelques jours du côté de la DSM de Van Uden, ça a permis de marquer des points. Astana qui continue avec Canter notamment à engranger les points
sur les différentes étapes, eh bien Arkea s'éloigne de plus en plus du World Tour. Il ne faut pas se le cacher. Le classement général, pas de changement, donc à part la disparition dans ce classement de Jane Lay, mais sinon il n'y a pas de changement, vu qu'il n'y avait pas d'écart de points. C'est pareil du côté du maillot cyclamen, à part Van der Horn qui a pris des points grâce au sprint intermédiaire. Le classement de la montagne, vous avez Taco Van der Horn qui remonte un petit peu au classement, toujours emmené par Fortunato, avec Monique deuxième devant Enzo Palini. Le maillot blanc, lui, donc toujours emmené par Mathias Vachek devant Del Toro, Ayuso, Max Poul et Tiberi. Puis le classement par équipe, là également pas de changement. La Lidl Trek devant la UAE, Red Bull, Movistar et Jaïkoaloula. Demain, on se retrouve à 7h pour faire la présentation de l'étape numéro 7. Et puis, on essayera de voir si demain, après-demain, dimanche, voilà, j'arrive à faire le débrief de l'étape 4 et de l'étape 5 avec du retard. Mais encore une fois, je n'étais pas chez moi. Donc, le temps de rentrer, ça a mis un petit peu de temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est arrivée donc en temps et en heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amec Productions. Ciao, ciao!